Quel avenir pour le genre humain sur Terre ou dans l'univers d'ailleurs? Qui sommes-nous? Allons-nous disparaître? Serons-nous un jour immortels? Des questions vertigineuses et des réponses dans un instant avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Paul Jorion. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau du 64 minutes. Alors comment vous présenter en quelques mots? Vous êtes anthropologue et sociologue. On peut dire que votre passion de chercheur depuis toujours, c'est d'étudier l'être humain dans tous ses aspects. Vous avez enseigné dans de nombreuses universités, vous avez aussi travaillé dans la finance, vous avez beaucoup écrit, plus d'une vingtaine de livres, notamment j'en cite quelques-uns sur la crise des subprimes en 2008, le capitalisme à l'agonie en 2011, Penser l'économie autrement en 2014 et aussi en 2016, Le dernier qui s'en va éteint la lumière, un titre évocateur. Alors aujourd'hui, vous publiez Défense et illustration du genre humain chez Fayard, un livre où vous posez la question, cette question vertigineuse encore, allons-nous survivre en tant qu'espèce sur notre petite planète Terre? Et qui, on ne peut pas dire qu'à la lecture de votre livre, vous êtes particulièrement optimiste. Alors est-ce que l'extinction du genre humain est pour vous, Paul Jorion, inéluctable? Inéluctable, non. Sinon, j'écrirais plus des livres. Et là, j'ai essayé de rassembler. Il me semble qu'il y a moyen de rassembler le meilleur de la pensée humaine depuis que nous réfléchissons. On ne sait pas quand ça a commencé, mais de mettre tous les éléments ensemble et qui nous permettrait d'avoir une boîte à outils pour essayer de renverser la vapeur, pour empêcher que cette extinction devienne, à laquelle nous ne sommes pas suffisamment alertés, nous ne faisons pas suffisamment attention à ce risque qui est un risque qui peut être dû à nous. Nous pouvons provoquer une catastrophe, mais aussi simplement parce que la température monte et au 23e siècle, ce qui n'est pas si lointain, les mammifères vont disparaître entièrement si la température continue d'augmenter comme elle augmente maintenant. Et le constat de départ que vous faites, c'est quand même une critique de l'ultralibéralisme ou du néolibéralisme. Vous dites que pour ce néolibéralisme en vigueur depuis les années 80, ça nous mène droit à la catastrophe. Et pour parodier Margaret Thatcher, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'alternative à la catastrophe? Oui, parce que nous sommes dans cette représentation qui nous vient en fait d'Adam Smith, de la main visible. Si chacun suit son intérêt, l'intérêt général s'avérera à l'intérêt général. Mais nous oublions une chose, c'est que nous sommes une espèce colonisatrice, c'est-à-dire que nous avons tendance à envahir notre environnement, et notre environnement, ce n'est que la Terre que nous avons entièrement remplie, et ce système-là ne permet pas d'envisager le risque possible d'extinction. Oui. Et quelles seraient, selon vous, les principales menaces qui pourraient entraîner la disparition, l'extinction du genre humain? Il y a des tas de choses. Il y a le cycle du phosphore, il y a le cycle de l'azote. Bon, ce sont des choses qui relèvent plutôt des chimistes que de nous. L'image de l'eau qui monte, bon, c'est une image qui est beaucoup plus prégnante, mais c'est vrai que le phosphore qui se trouvait dans les terres essentiellement, se trouve maintenant essentiellement au fond des océans. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé les phosphates essentiellement comme engrais, et tout ça a été lessivé, tout ça se retrouve au fond des océans. Et l'azote commence à se combiner de telle manière que l'air autour de nous devient empoisonné. Ce sont des choses moins connues. On parle du trou dans la couche d'ozone, on parle du changement climatique, et dont on voit tous les jours maintenant ces migrants qui se massent parce qu'ils quittent un continent très très menacé par l'augmentation de la température. Non, nous sommes dans un climat de catastrophe. Malheureusement, nos systèmes politiques, nos systèmes économiques ne sont pas adaptés à une menace de ce type. Parce qu'ils privilégient le profit et le court terme. Ils sont dans le court terme, effectivement, et ce n'est pas simplement nos représentations. Nous avons petit à petit, à partir du 19e siècle, changé nos règles comptables qui font que de plus en plus, nous sommes obligés de vivre uniquement à des horizons de 3 mois, parce que les résultats comptables sont tous les 3 mois, et nous sommes dans ce cadre-là qui est extrêmement contraignant. Alors, à la différence des dinosaures, nous, êtres humains, on est conscients de notre disparition possible. Oui, oui. Ça change un peu la donne. Ben oui, tout à fait, parce que nous représentons non seulement le danger, mais aussi ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, nous sommes dans des systèmes où il y a on nous dit, on ne tire pas les conclusions de ce qui se passe. On dit, on n'a pas tiré les conclusions de la crise de subprime, on ne tire pas les conclusions de ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes dans un système politique où un certain nombre de gens, par exemple les savants, tirent les conclusions, mais au niveau du politique, on ne suit pas parce qu'on est dans une toute autre logique. On le voit bien avec les accords de Paris, où on avait tout été sur la table, et on voit bien que 3 ans plus tard, pas grand-chose ne bouge. Les États-Unis se retirent, et même quand on pense aux accords de Kyoto, quand nous nous mettons d'accord
alors quand il y a une volonté de changer les choses, eh bien, depuis les accords de Kyoto, notre consommation de carburants fossiles qui augmente nos difficultés a encore augmenté de 60%. C'est-à-dire que même quand nous nous mobilisons pour changer les choses, il y a une telle inertie dans notre système, il y a une telle dynamique difficile à enrayer que nous allons quand même vers la catastrophe. Alors, vous en parlez beaucoup dans le livre. Est-ce que le transhumanisme ou le post-humanisme pourrait être une solution, selon vous? Solution, je ne sais pas, mais il faut se poser la question sur ce transhumanisme et se rendre compte qu'en fait, c'est un discours qui est dans la logique de discours que nous avions précédemment, comme l'esprit des Lumières, et qui en fait, d'une certaine manière, peut-être à notre insu, nous conduit vers des solutions possibles, soit de sauver la donne sur notre planète, ou alors carrément de s'orienter vers la colonisation d'autres planètes, colonisation de planètes dans d'autres systèmes stellaires, etc. Il est possible que nous soyons pris dans un grand mouvement où les transhumanistes, d'une certaine manière, reflètent les solutions qu'il faudrait prendre. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'un jour, nous serons remplacés par une civilisation de robots, ou d'abord d'hommes augmentés, de cyborgs et puis de robots? Oui. C'est une possibilité. Est-ce que c'est un scénario optimiste ou pessimiste? Mais nous sommes lancés dans une telle course à sauver notre environnement et à nous remplacer par d'autres créatures. Et le sentiment qu'il y a maintenant, c'est que nous sommes plus proches de pouvoir réaliser la possibilité d'avoir des machines qui nous survivront et qui ne dépendront pas d'une quantité d'oxygène dans l'environnement, d'eau potable, d'aliments assimilables, comme les deux stations Curiosity et Opportunity qui se trouvent à la surface de Mars et qui n'ont besoin ni d'eau ni d'oxygène. Mais est-ce que vous pensez qu'on atteindra un jour ce point de ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où les machines prendront en fait le dessus sur l'homme? Moi, j'ai le sentiment que oui, parce que ça va très 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 vite. C'était hier, j'étais à un colloque sur le transhumanisme à Lille, et j'ai posé la question dans un petit groupe dans lequel nous étions, est-ce que vous imaginez que ça va pouvoir se produire? Et j'ai demandé aux 12 personnes qui étaient là, il y en a 2 qui ont refusé de se prononcer, d'autres ont donné un chiffre, et le chiffre c'est 2049. Quand j'ai fait mon petit calcul, oui, c'est-à-dire c'est demain. Demain. Ce qui voudrait dire que vous pensez qu'on pourrait transférer la conscience humaine, appelons-la comme ça, dans un robot? Mais c'est-à-dire qu'en fait, au moment où moi j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle, c'était à la fin des années 80, on allait vers des solutions très mathématiques, de la logique formelle, des choses de cet ordre-là. Et depuis, on s'est aperçu que notre voie pour faire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de mimer, de simuler des réseaux neuronaux, c'était ça la voie la plus prometteuse. C'est-à-dire que nous faisons des robots qui sont en fait de plus en plus proches de nous et qui peuvent résoudre Pourquoi? Parce qu'ils vont tellement vite. Quand on leur dit oui, mais quand on nous dit l'humanité vit depuis 2 milliards d'années, mais vous pouvez simuler 2 milliards d'années dans un robot en quelques semaines, parce que ça va beaucoup plus vite. C'est quoi le genre humain qu'il y a sur le... Parce que il y a une très belle phrase dans votre livre qui dit, je cite le philosophe allemand Schelling, il dit, qui donne une définition du genre humain, il dit c'est le moyen par lequel la nature a pris conscience d'elle-même. C'est magnifique. Oui, il y a de quoi être très fier quand même. Parce que nous n'avons pas la preuve qu'ailleurs dans l'univers, il y ait une espèce ou quoi que ce soit qui se soit rendu compte de ce que c'est l'univers. C'est d'ailleurs incroyable. Oui, c'est incroyable. Quand on connaît le nombre de milliards d'étoiles et même d'univers. On ne voit encore rien autour de nous qui serait semblable à nous. Et donc, il y a là quelque chose. C'est la source, ça devrait être la source d'une fierté extraordinaire. Mais nous avons tendance aussi à rabaisser ce que nous avons inventé. On dit oui, mais ça c'est artificiel, c'est de la technique, c'est dangereux, etc. Alors que nous n'avons pas la preuve qu'ailleurs dans l'univers, avec ces milliards d'étoiles, il y ait quoi que ce soit qui soit arrivé à une perception de nous-mêmes comme cela. Alors, il y a plein de choses dans ce livre. Vous évoquez Shakespeare, Machiavel, les Chinois. Alors, est-ce qu'on a des choses à apprendre de la philosophie chinoise, de la sagesse chinoise? Oui, certainement, oui. Oui, parce qu'avant même Aristote, il y a un très très grand philosophe, c'est Confucius, qui a compris énormément de choses. Et en réponse à Confucius, il y a cette réflexion du taoïsme. On ne sait pas si Lao Tzu a vraiment existé, mais il y a le taoïsme aussi. Confucius, c'est le respect de la loi, hein?
C'est le respect de la... Non, c'est l'idée d'une harmonie nécessaire entre le pouvoir qui vient d'en haut et la liberté des individus qui vient d'en bas. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'au moment où Confucius et la Chine commencent à réfléchir, ils sont déjà dans des environnements où il y a des villes avec un nombre énorme d'habitants. Quand à la même époque, Aristote réfléchit au système politique, c'est quoi? C'est 100 000 habitants ici en Grèce, dans un pays quasiment désertique. C'est tout à fait autre chose. Alors vous parlez aussi de Saint Paul, de Paul de Tarse. C'est un personnage que vous avez beaucoup étudié, qui a vu, lui, l'avenir de l'homme dans la foi, dans la conversion. C'est sûr, il nous a imposé l'idée que nous devons réfléchir à l'espèce humaine comme un tout. Qu'il faut réfléchir dans ces termes-là. L'universalisme de Saint Paul, et on sait, il s'oppose à Saint Pierre sur ces questions-là, etc. Mais aussi, il se rend compte d'une chose fondamentale qui nous reviendra par Nietzsche jusqu'à Freud, c'est qu'il y a en nous des tendances opposées, certaines conscientes et d'autres inconscientes. On appelle ça dans les traductions la chair et l'esprit, mais nous sommes tiraillés à tout moment entre deux types d'exigences, celle d'être rationnel, de vouloir faire les choses de manière systématique, et ce qui nous est imposé, de survivre comme individu pour pouvoir reproduire l'espèce. Si nous ne le faisions pas, nous ne serions pas là par définition. Et Freud est sans doute celui qui a le mieux compris que l'homme n'était pas seulement un être raisonnable. Voilà, et qui est très sceptique par rapport à des solutions politiques, parce qu'il dit il y aura toujours une compétition entre nous pour la plus belle femme ou le plus bel homme. Et là, on ne pourra pas résoudre ce type de problème. Alors, ce livre, il faut vraiment le lire parce que c'est passionnant. Ça fait véhiculer tellement d'idées, de concepts. Et vous refermez le livre en disant, si nous voulons survivre en tant qu'espèce, il nous faut sans tarder passer à la vitesse supérieure et réunir l'équipe de ceux qui ne se résolvent pas à notre remplacement par la machine. À qui s'adresse cet appel? À nous tous, absolument. La difficulté, c'est que j'ai le sentiment qu'en Occident, regardez les États-Unis en ce moment, c'est une catastrophe, mais aussi chez nous, il y a un certain découragement. Et j'avais posé la question dans mon livre précédent, le dernier qui s'en va éteindre la lumière, est-ce que nous ne sommes pas déjà, nous, dans un processus de deuil en disant l'affaire se termine? C'est foutu. Et là, nous voyons en Extrême-Orient, en Chine, au Japon, en Corée, nous voyons des gens qui disent non, il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. Mais chez nous, il y a un certain désespoir qui là est très dangereux à mon sens. Merci Paul Jorion. D'ailleurs, je signale, pour prolonger le débat, on peut vous retrouver sur votre blog que vous tenez au jour le jour. On va sur Internet, blog Paul Jorion, et on sera directement en contact avec vous. Je rappelle le titre de votre livre, Défense, illustration du genre humain, un franc-tireur chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu en parler. Merci à vous.